Alors, re-bienvenue pour ceux qui viennent spécialement peut-être pour jamais trop tard. On va faire de l'analyse d'œuvres. Qu'est-ce que l'analyse d'œuvre? Ça va être, en gros, on a une œuvre. Donc là, aujourd'hui, on va traiter A Year in Normandy de David Hockney qui a été exposé pour la première fois en 2021. Grosso merdo, on va d'abord regarder l'œuvre telle qu'elle est. On va en parler de manière visuelle. Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce que c'est, quelle couleur, blablabla. Et petit à petit, on va essayer d'approfondir les choses en faisant des liens avec d'autres choses. Donc pour ce soir, on est accompagné de deux charmantes personnes qui sont Pisto Laser et Asvold, mes modérateurs. On va les rejoindre tout de suite en vocal. Bonjour. Oh. Coucou. Coucou. Oh, il y a un décalage avec le stream, j'ai été surpris. Il faut que tu coupes le son. Coupe le son du stream. C'est fait. Alors, est-ce qu'on vous entend bien? Je pense que oui. Ah. Oui. Bonjour. Bonjour. Asvold, on l'entend pas. Non, Asvold, il est décédé. Ouais. Oui, ok, bon, c'est déjà ça. Oui, on les entend bien. Bon, on n'entend pas Asvold, mais... Allô. Ah, si là, on l'entend très fort. Arrête ça, on t'entend très fort. Oh, Mon Dieu. Vas-y, parle pour voir. Ok, c'est bon là? Encore très fort, hein. Allô. Attends, je te baisse. Encore très fort, mais je suis beaucoup trop fort. Là, c'est bon. Super. Oui, c'est bon. On entend tout le monde J'ai très du bien. miel dans les oreilles pour moi. Ah. Miam, miam, miam. Vous allez Vous me bien? dites si je suis trop près du micro ou quoi? Oui, moi ça va. Ouais, ça va super. Asvold. Quoi, Asvold? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Il a Qu'est-ce qu'il y vraiment a? fait quoi, Oswald? Bah, regarde le chat. Voilà, je pense qu'on est bien. Si jamais vous les entendez plus assez bien, vous me le dites et je fais ma magie et on les entendra mieux. Et on vous banne. C'est vrai que là, tout le monde a les droits pour ban là. Ah, Nomdaz. Et alors qu'il pourrait s'appeler Nomdas. Et à la place, il s'appelle Nomdaz. Bonjour, très vite, je peux pas rester, mais s'il vous plaît, refaites-le. Comme ça, je commenterai très mal vos commentaires. Et oh, il va se calmer, hein. On fera une émission sur la musique, tu viendras avec nous. Avec cette voix, on va avoir du mal à se concentrer sur l'œuvre d'art. Alors pas la mienne en tout cas, mais oui. C'est vrai, hein, il a une voix particulière. Hein. Bon, alors, j'ai envie de poser une première question, les amis, pour les personnes qui potentiellement vous connaissent pas. J'aimerais bien savoir, et je répondrai à la question après, c'est quoi votre rapport à l'art? Moi, je vais entendre personnellement mon rapport à l'art avec les musées, tout ça, mais ça va être votre rapport à l'art à vous. Globalement, par quel biais il s'est fait et c'est quoi le rapport? Oh là là. Bah, tu peux... Asvold peut commencer le temps que Pestouille réfléchisse. Je pestouille là dans ma tête. Il pestouille. Rapport à l'art, je sais pas, c'est compliqué. Moi, je dessine depuis très longtemps, donc art, illustration de manière générale. Et après, je suis passé par les Beaux-Arts où j'ai rencontré une certaine Eugenius Loki. Et donc, j'ai fait les Beaux-Arts, donc j'ai un rapport surtout pratique en fait à l'art. Et moi, je suis un peu... Comme je viens de l'illustration, je suis plus attiré par les arts graphiques, vraiment, la peinture, le dessin. Et voilà. Et après, je crois que j'ai pas grand-chose à dire de plus. J'arrive pas à garder mon sérieux avec Nomdas dans le chat, c'est horrible. Oh là là, Joanne. Mais franchement, il a dit je dois filoche.
Beaux-Arts, l'Opéra Bisous. Rock. Mais putain, mais il y aura la Quel rediff, bolos. monsieur Daz. Tu pourras Oui, il y mettre aura des la rediff, commentaires sur la évidemment. vidéo YouTube. Des commentaires gênants sur la vidéo YouTube, ça sera bien. Et pour toi, Merci. Pistouille, alors? Bah, moi aussi, du coup, je suis enfin, plus dans la branche illustration depuis longtemps. Et bah, dans mes études, en fait, j'ai fait licence art plastique, master art plastique, du coup, avec toi, Genius, et, C'est trop fun. et Asvold aussi, qui était dans le coin. Et, bah, mon rapport à l'art, en fait, j'ai jamais trop développé du côté des, des musées, tout ça, mais plus côté illustration et tout, même si quand même j'aime bien aussi euh, l'art contemporain, tout ça, c'est quand même Mm. sympa, mais c'est pas le truc que j'ai le plus développé. Et Mhm. d'ailleurs, entre mes études et maintenant, j'ai vraiment trop perdu en analyse et tout, donc on va voir comment ça va se passer ce Non, soir. on n'est pas là pour faire de toute façon un cours magistral ou quoi. C'est vraiment une excuse pour avoir une discussion dans un domaine que j'adore. Ah, Et tant mieux. je sais que pour moi, l'art, c'est ouvert à tous, qu'on ait des connaissances ou pas. Donc c'est un peu terrible de dire ça parce que, bah oui, là, vous allez le comprendre, on a tous les trois un cursus en art, mais on n'a pas du tout, je pense, le même rapport à l'art. Donc j'ai fait mes premières études supérieures en compagnie d'Asvold. J'ai fait l'école des beaux-arts, donc je suis plutôt de l'ordre de la pratique. Et bonjour à tous ceux qui arrivent. Bonjour, bonjour. Et j'ai fait mon deuxième cursus, toujours en rapport avec l'art, mais de l'ordre plutôt de l'enseignement, avec Pisto. Donc j'ai rencontré les deux via les études supérieures en art. Moi, mon rapport à l'art, c'est dans la famille, on va dire, une maman qui se débrouille. Oui, il faut mettre l'Instagram de Pisto. Allez voir ce J'ai que un peu fait Pisto un il fait. AVC dans les commentaires, j'ai pas réussi à taper. Merci beaucoup. C'est pas grave. C'est grave. Mais oui, Ouais. il faut que je prépare ça un peu mieux à l'avance. Je suis désolée, j'ai Non, oublié de faire le shout-out. C'est la Euh, bonne franquette, comme on dit. Oui, c'est à la bonne franquette. J'ai une maman qui est très manuelle et qui fait de la couture, faisait énormément de photographie, qui faisait de l'art floral, etc. Donc j'ai déjà une appétence pour tout ce qui est couleur et tout ce qui a besoin d'être fabriqué, on va dire. Et après, j'ai eu la chance avec l'école de faire pas mal de visites de musées, notamment pas mal de voyages sur Paris, alors que on n'était pas du tout dans la région parisienne. Et donc mon premier rapport à l'art, c'est le Centre Pompidou. Donc moi, c'est vraiment l'art contemporain. L'art moderne, l'art contemporain. Et à l'âge de 12 ans à peu près, j'ai vu pour la première fois, je ne l'ai pas préparé, j'aurais dû, tiens, pour vous en parler un peu. J'ai vu une œuvre qui s'appelle Le Jardin d'hiver. Donc vous imaginez une pitchoune de 12 piges qui va pour la première fois au Centre Pompidou et qui voit cette œuvre de Dubuffet, Jean Dubuffet. Et je vous mets... attendez. Hop. Hop. Tac. Ah oui, il faut que j'enlève ça, sinon ça marche plus. Attendez, il est où? Ah non, je suis perdue. Voilà. Donc, qui a vu pour la première fois ce truc gigantesque qui est une espèce de grotte avec complètement... avec des creux et des sillons et des lignes qui perturbent totalement l'espace. Et ça, c'est mon premier rapport à l'art. Voilà, en plus de avoir une maman qui touche à tout. Donc voilà. Mais le rapport à l'art, c'est, comme on a pu l'entendre, c'est par une pratique juste du dessin ou par des études ou par plein de choses. Et c'est aussi beaucoup de curiosité, je pense. Mais vous allez voir qu'avec l'analyse d'œuvres, eh ben, en fait, on n'est pas obligé d'avoir... merde. On n'est pas obligé d'avoir un rapport à l'art tant développé pour pouvoir s'intéresser à une œuvre et essayer de la comprendre. Ça, c'est important.
J'ai monopolisé la parole, désolée. Mais Euh, c'est chez toi ici. Oui, mais bon, voilà. Euh, Je referme la page du buffet. Je pense que j'essaierai de vous le caser un jour, du Tu buffet. refermes le buffet. Je referme le buffet. Je referme le buffet. Pendant que tu découvrais du buffet, toi, à 8 ans, c'est ça? Non, un peu plus tard, une dizaine d'années, 10, Ah 12 ans. oui. Ah oui. J'allais dire, moi, au même âge, je dessinais des Digimon et c'était mon rapport à l'art. Ah bah oui, mais c'est très bien. Moi, j'avais pas forcément une... En fait, je faisais beaucoup de photographie. J'ai perdu... Mais tu vois, tu disais que toi, tu as perdu ce rapport à l'art après les études un peu... Enfin, le Enfin, je sais côté pas, musée et tout je ça, suppose. mais je pense que tu as gardé davantage ton rapport à l'art que moi, dans la mesure où tu pratiques toujours. Oui. Et moi, je ne pratique plus. Pour le moment, je ne pratique Voilà, faut plus. s'y remettre. Et oui, il faut s'y remettre, mais pour le moment, je ne pratique plus. Mais bon, c'est pas grave, c'est un autre sujet pour plus tard. Et donc aujourd'hui, il y a cette œuvre. Donc ça, c'est un échantillon de cette œuvre. Et donc j'ai mis le titre juste ici. C'est Œilleur in Normandie du peintre David Hockney. Et elle a été exposée la première fois en 2021. Elle a été créée en 2020. 2019-2020, mais bon, elle a été exposée pour la première fois en 2021. Et l'artiste appelle pas forcément ceci une œuvre, mais plutôt un projet. C'est une idée qu'il a voulu faire, qu'il a exposée. Après, je pense il y met peut-être pas le même statut que d'autres œuvres qu'il a pu voir et que je vous montrerai tout à l'heure. Est-ce que vous connaissez cette œuvre? Pisto? Nous? Oui. Je sais Aswad, pas je sais quand tu qu'il parles au connaît. chat et quand tu Bah, parles. tout le monde. Est-ce que vous On connaissez on cette parle à œuvre? tout le monde. Moi, On je parle à connais tout le pas monde. cette œuvre, mais je connais quand même un peu l'artiste. Et du coup, je vois un peu qu'on est dans une période plus récente que ce qu'il a pu faire par le passé, quoi. Ouais, Moi, j'ai eu la chance de la voir avec toi. ouais, on a vu cette œuvre. Et du coup, elle est à peu près en quel type de dimension? Ah, je vais le montrer juste après. Pas du tout, Dimension, nope. 2 points, oui. Ouais, dimension 2 points, oui. Je ne connais pas, non. Bon, bah c'est cool, vous allez découvrir. Donc moi, cette œuvre, je l'ai vue justement en 2021, parce qu'elle a été exposée au musée de l'Orangerie, à Paris. Et donc on a vu ce truc démentiel. Euh, attendez, parce que pour vous la montrer, en fait, je peux pas faire autrement que ça. Ah, on est obligé d'entendre Jean-Michel qui parle de piano. Désolé. C'est bon, il a fini. Il n'y a pas de son, donc on peut parler en même temps. Mais je peux pas faire autrement que de vous montrer une vidéo. L'œuvre, elle mesure 90 mètres. Ok. Elle mesure 90 mètres de long. C'est grand. C'est très grand. En gros, David Hockney, il a été voir la tapisserie de Bayeux. Et il s'est dit, c'est vachement cool la tapisserie de Bayeux. Ça fait 70 mètres de long. Et moi, je veux faire une œuvre encore plus longue que la tapisserie de Bayeux. Donc, il a fait une œuvre de 90 mètres de long. Donc, vous avez un espèce de panorama comme ça. Donc, je ne peux pas vous la montrer dans son entièreté. C'est impossible. Mais vous avez au moins des petits échantillons qui se profilent. Tiens, d'ailleurs, tant qu'on n'est pas loin, pourquoi tu disais que c'est une œuvre plus récente, mon petit Pesto? Ouais, parce que David Hockney, du coup, par le passé, enfin, je sais pas si tu as prévu de montrer un peu des trucs qu'il faisait avant, vu qu'il Oui, y a je peut-être des trucs montrerai, qui mais plus tard. parleront, en effet. Mm. Enfin, il a des trucs qui sont assez iconiques, même quand on connaît pas le peintre en lui-même. Mais du coup, il était sur de la peinture et il est passé. Enfin, je suppose que là, on est sur sa période où il dessine sur un iPad, non? Ouais. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que je voulais voir. Ouais, c'est du dessin à iPad. Ouais. Il a Salut. commencé dans les années plus récentes.
Donc en gros, oui, pour resituer, David Hockney, il est né en 1937. Il a aujourd'hui 88 ans. Et connaît pas du tout l'artiste. Il est incroyable, cet artiste. En toute critique, je peux le dire, hein, il est incroyable. Toute objectivité. Merci, je cherchais le mot. Il voulait pas venir. Mais on connaît pas nécessairement son nom, mais il y a certaines de ses œuvres les C'est plus lui. iconiques qu'on connaît. C'est ce vieux monsieur. Il a une bonne bouille. Ouais, il a trouvé une bonne bouille. Mais oui, il a des trucs qui ont beaucoup infusé dans la pop culture et tout, quoi. Donc c'est possible de connaître un peu visuellement la vibe qu'il a, tout ça. Nous, quand on l'a visité, j'ai l'impression que j'ai pas toutes mes images. Quand on a visité, en gros, vous avez une espèce de longue frise comme ça, de 90 mètres de long. En fait, c'est très difficile de trouver des images, bizarrement. C'est vraiment très difficile parce que la taille déjà, l'œuvre est démentielle. 90 mètres de long, c'est énorme. Même si on a vu pire en art, mais du coup, je n'ai que des échantillons à vous montrer. Je suis désolée, je ne peux pas vous montrer la totalité. Mais si je vous montre des petits échantillons de plus près, donc ça c'est ce que je vous ai montré déjà pour faire un peu la promotion du stream. Et je vais passer des petits éléments. Et si ça vous dit, Asvold et Pisto, peut-être qu'on peut faire on va dire grossièrement la première partie d'une analyse d'œuvre, c'est-à-dire vous pouvez tout simplement dire à voix haute ce qu'on voit. Moi, je fais défiler les images et vous me dites ce qu'on voit. Ça vous parle? Ça vous dit? Oui. On peut essayer. Allez, alors let's go la première. Par contre, on va avoir un méga décalage. On va avoir un décalage. Faut être patient avec nous. Et c'est pas un souci, t'inquiète. Vous avez la première déjà. Du coup, on commence sur celle sur laquelle tu as fait la promo, quoi. Ouais. Du coup, on a en fait devant les yeux un paysage et c'est ce qui a l'air d'être toute l'œuvre globalement. Et le premier truc qui est choquant, c'est l'espèce de découpage qui arrive un peu excentré comme ça dans l'œuvre. Au début, on a l'impression que c'est vraiment deux œuvres collées, mais en fait, quand on regarde les branches, ça forme une sorte de continuité. Et il y a une partie avec les feuilles plus vertes à gauche, une partie avec les feuilles plus jaunes à droite. Donc on peut présupposer assez rapidement que ça parle des saisons, que ça a été réalisé à deux moments différents. En fait, ce qui est intéressant, c'est que, donc, comme dit Jérémy, vous avez, Pisto, vous avez la délimitation juste ici, j'allais dire au centre, mais c'est pas du tout au centre. Il faut imaginer que donc il travaille avec un iPad, donc c'est une œuvre numérique pour le coup, qui a été imprimée sur papier pour l'exposition. Vous avez, en fait, il voulait faire une œuvre qui était très grande. Et globalement, il s'est dit, ça va être beaucoup plus simple de faire ça sur iPad qu'il pratique depuis déjà une dizaine d'années à peu près. Parce que ça lui permettait d'avoir son écran et de juste défiler sa page à l'infini en même temps qu'il dessinait ou qu'il peignait. Donc c'est pour ça que par moment vous avez des coupures nettes, mais en même temps vous avez des éléments soit par les arbres, donc vous avez la continuité de la branche par exemple, ou vous avez aussi une espèce de continuité dans l'aplat de couleurs. Vous avez la suite de la verdure. Donc la limitation, c'est que il a fini son truc et il a prolongé après la toile. Oui, c'est ça. Ok. Je passe à l'image suivante, je continue juste d'expliquer un tout petit peu et je vous laisse continuer. De toute façon, je pense que je vais faire défiler un peu. Voilà, c'est ça. En fait, coupure publicitaire. Oh non. Attendez, c'est la pub. Oh non. J'en profite pour boire. La pub. Alors là, on peut voir que David Hockney a dessiné un gros caca.
Il a dit caca, c'est marrant. Moi, ça me Ah, fait moi, je rire, en trouve tout ça cas. drôle, hein. Bah oui, hein. Ouais. 5 ans et demi. Comment quoi? Ah non, 5 ans et demi. David Hockney, c'est celui qui a fait le tableau avec la piscine, c'est ça? Exactement. Oui, Big Exactement. Splash. Enfin, un des peintres. Je vais un m'y des tableaux de pencher la piscine. plus parce que je fais de la peinture à l'huile depuis que j'ai 4 ans. Oh, mais trop bien. Trop bien. Il faut. Je sais plus ce que je voulais dire tout à l'heure, mais ça va me revenir. Donc on a parlé donc on a quelque chose de linéaire. Vous imaginez quelque chose de linéaire. On a des coupures nettes, des fragments. Et donc c'est en gros, on passe d'une scène à une autre. On a parlé de saison apparemment. Qu'est-ce Les qu'on a Rumbalères. d'autre? Les Rumbalères. Pardon, il y a des Rumbalères. Marrant, on dirait du pastel. Ouais. 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 Mais en fait, il y a quand même une gamme chromatique qui se retrouve beaucoup dans ces tableaux, notamment les troncs d'arbres très violets comme ça. Je trouve ça assez impressionnant qu'il fasse la balance comme ça, que ce soit aussi proche de ce qu'il fait à la peinture. Moi, forcément, les Rumbalères, là, ça me fait penser à Monet et à ses meules de foin par différentes saisons. Mais je pense qu'on va venir un peu plus tard sur l'impressionnisme et sur le rapport qu'il a à l'impressionnisme. Et ce qui est très intéressant, comme l'a dit aussi Pisto, c'est qu'en effet, on a un peu l'impression que c'est du... Qu'est-ce que tu as dit? Que c'était Du pastel, Du moi je trouve pastel. ça fait grave pastel là. Ouais. En fait, ce qui est intéressant, c'est que malgré le changement de l'outil, parce que pour le coup, si vous avez un iPad, vous n'avez pas la matière, vous n'avez pas autant de matière que si vous avez la peinture ou le pastel, qui sont vraiment une matière que vous allez gérer de vos mains. C'est pas la même matière. Là, pour le coup, on est vraiment sur un truc numérique. Et en fait, comme on peut le voir avec les petits traits, etc., bah, en fait, il a gardé la même gestuelle, donc le même geste avec sa main, que ça soit avec un pinceau ou avec un stylet, parce que je pense qu'il doit avoir un stylet. Enfin, c'est même sûr, pour dessiner sur iPad. Donc, globalement, il a gardé quand même plus ou moins la même gestuelle. Ça, c'est assez intéressant. Je suis désolée, des fois, il y a des images, elles sont pas de très bonne qualité. J'étais en sueur déjà pour trouver des images, mais alors je vous dis pas, la qualité des images, des fois, c'est C'est dommage que ce soit pas... Parce que on parlait de la tapisserie de Bayeux, par exemple. La tapisserie de Bayeux, il y a un site et une documentation qui est vachement bien pour ça. C'est dommage que ce soit pas à ce point, surtout que c'est une œuvre numérique de base. Oui, alors David Hockney, il a son site, hein, il a tout, mais déjà les images de ses œuvres sont très petites, et par exemple celle-ci n'apparaît pas, je ne l'ai pas trouvée, cette œuvre-là en particulier. On dirait des arbres paliens, c'est vrai. Là, les arbres, moi, ça me fait penser aussi à forcément Monet et Van Gogh. Ouais. Cet arbre en particulier, là, celui qui est passé maintenant, je pense. Mais... Celui-là, ouais, le cerisier. Ouais, le cerisier. Ouais, avec le bleu derrière, oui, c'est clairement... on a des influences... Ouais, je vais y revenir après pour l'impressionnisme. Mais moi, il y a quelque chose qui me frappe. Si on pense justement à l'impressionnisme et qu'on regarde même sans penser à l'impressionnisme, juste si on regarde le paysage, il y a un truc que je trouve frappant, mais après on n'a pas forcément le même regard sur les choses. Donc je vais bien voir. Peut-être que vous allez le dire, peut-être pas, je sais pas. Moi, il y a un autre truc qui me frappe, mais peut-être... Vas-y. Je propose qu'on se frappe à différents niveaux. Vas-y. Peut-être commence toi, non? Non, toi, commence à nous frapper, Pisto. Moi, il y a un truc, c'était flagrant sur la toute première image que tu as utilisée. Sur la précédente, ça l'était un peu aussi. C'est que vu qu'il a que c'est en fait différentes parties qui composent au fur et à mesure, et qu'ensuite il les relie un peu ensemble en faisant passer les trucs les uns sur les autres ou quoi, des fois il y a des différences de netteté entre des éléments. Ouais. Et on dirait que c'est genre deux objectifs de photos différents, enfin deux mises au point différentes. Alors ça, c'est très rigolo. Ça, c'est hyper intéressant et on garde tout ça en mémoire parce que je vais vous montrer après les œuvres. On fait une feldup et on le met de côté pour plus tard. En fait, c'est juste que je vais vous montrer ces œuvres, les œuvres qu'il a pu faire avant ça.
et tout est lié. Vraiment le fil rouge. Quand je vais vous montrer les œuvres de David Hockney, d'autres œuvres qu'il a pu faire, vous allez vous dire, ah oui, mais alors attendez, dans l'œuvre qu'on a regardée, il a pioché telle idée de cette œuvre, il a pioché telle idée de cette œuvre. Et en fait, globalement, les artistes, je dis bien globalement, généralement, ils ont un fil rouge tout au long de leur carrière et ils s'y tiennent parce qu'ils ont vraiment des choses... c'est une façon de travailler et c'est quelque chose qui les travaille pour le coup et qui revient à chaque fois. Vraiment à chaque fois. Et par exemple, l'idée de la fragmentation, donc avoir plusieurs éléments mis bout à bout, c'est quelque chose qu'on retrouve la plupart du temps dans son travail. C'est vraiment, même quand il y a une œuvre unique, où il y a d'apparence pas de fragmentation, et ben soit la fragmentation va se faire par le sujet qui revient sans cesse. On parlait tout à l'heure, Kana a parlé de la piscine. En effet, une de ses œuvres les plus connues, c'est The Splash, qui est une piscine. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Mais en fait, il a fait plusieurs fois des piscines. Il a pris en photo des piscines, il a peint des piscines. Et les arbres, c'est la même chose. Il a peint un nombre incalculable d'arbres et d'autres choses dont on va parler. Je sais pas pourquoi, mais moi je la trouve exceptionnelle cette. Oui, en effet. Elle est incroyable. Décalée, moi je la vois pas encore. C'est bon, moi, je la vois. Mais ouais, en effet, c'est. Du coup, j'ai une question. Oui. Ah oui. David Hockney, du coup, il a vécu en Normandie? Oui. Ok. Il a vécu en Normandie de, je crois, 2019 à 2023. Il s'est fait confiner en Normandie. Bah, il en a du bol, dis donc. Eh ben voilà. J'attendais qu'on en parle. C'est vrai, il y a pire, hein. J'attendais qu'on en parle. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020-2021 ? Que s'est-il passé ? Il y a eu le confinement, il y a eu le Covid. Et donc lui, il est David Hockney, il s'est installé en Normandie avant le Covid. Hein, et il avait été voir donc la tapisserie de Bayeux. Il s'est dit c'est génial, mais moi, mon œuvre, elle va être plus grande. Hein, parce qu'on compare la taille des œuvres, s'il vous plaît. On me voit, on me voit plus, on me voit plus, on me voit. Merci pour le leurre, Coco. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre ? Il a commencé, en fait, un truc qu'il adore, David Hockney, c'est le printemps. Et globalement, il s'est dit, lui, ce qu'il voulait transmettre un petit peu, c'était l'arrivée du printemps. Il voulait voir l'arrivée du printemps et il voulait montrer l'arrivée du printemps, et notamment en Normandie, parce que il part du principe que la Normandie, c'est l'une des régions, en France en tout cas, où vous avez vraiment les 4 saisons de manière distincte. On a vraiment... pour lui, il y a vraiment un vrai printemps, un vrai automne, un vrai hiver, un vrai été, blablabla. Et le printemps étant sa saison préférée, il voulait peindre l'arrivée du printemps à sa maison en Normandie. Sauf que, il a commencé à peindre et puis en fait, il y a eu le confinement. Donc il s'est retrouvé confiné dans sa grande baraque en Normandie, en pleine campagne. Et lui, il s'est dit, mais putain, c'est trop cool parce que d'un, je vais avoir personne à me faire chier parce que tout le monde est confiné. Et de deux, je vais pouvoir peindre sans cesse, H24. Donc il a été hyper prolifique. David Hockney, je ne me rappelle plus des chiffres exacts, mais il disait, il a dû faire, pendant le confinement, il a dû faire à peu près 200 toiles. Donc il a dit en rigolant, je les ai commencées, je les ai peut-être pas toutes finies, mais il a peint quoi. Il a vraiment peint, comme si sa vie en dépendait. Il n'était pas sur Animal Crossing, lui. Ah, il n'était pas sur Animal Crossing, hein, clairement pas. Non, lui non. Nous oui, mais lui non. Lui il était à donf. Il aurait pu faire des trucs de fou sur Animal Crossing. Il s'était mis sérieusement. Et tu crois ? Ouais. Il aurait envoyé des dessins de fou aux gens, à ses amis. Parce qu'on peut dessiner dans Animal Crossing. Ça aurait été drôle. Ah, ça aurait été drôle. Ça aurait été trop drôle. Mais globalement, voilà.
Donc là, on a de visu avec un petit bout de la tapisserie de Bayeux et David Hockney, ce vieux monsieur qui se promène là, avec sa petite canne. Et donc, on a vu des échantillons. Je suis désolée, j'ai pas trouvé plus de photos qui soient exploitables. J'ai fait de mon mieux. C'est très bien. C'est Ouais, il y très a bien. déjà pas mal. Hein. Ouais, il y a déjà pas mal. On voit un bout de la tapisserie de Bayeux d'ailleurs Oui, quand il la marche dernière. avec sa canne à droite. Oui, Ah, genre, ils faisaient un face-à-face. oui. Cette œuvre, elle a été exposée face à 2 œuvres. Elle a été exposée en 2021 face au Nymphéa de Monet. Wink, petite œuvre. Je vais vous montrer des photos après. Wink, Viva, qui me tanne depuis maintenant des années pour qu'on aille voir ensemble les nymphéas. Faut que je lui explique les nymphéas. T'auras un avant-goût ce soir. Et ensuite... Et après, après, elle a été exposée au musée de Bayeux, c'est ça? Exactement. Oui, s'il te plaît. Ensuite, elle a été exposée au musée de Bayeux, hein, de visu avec la tapisserie de Bayeux. Donc là, j'aime bien cette image parce qu'en plus, je trouve que c'est l'image où on voit le plus la frise, finalement. Et c'est marrant parce que même de loin, on voit de manière distincte les démarcations. Vous voyez très bien où est-ce que ça se démarque. Vous avez, sur chaque plan, vous avez les démarcations qui se font, etc. Donc ça, c'est hyper cool. Donc qu'est-ce qu'on voit alors sur cette tapisserie? De manière un peu plus... quand tu veux, on t'attend. Mais oui. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus... comment dire? On a parlé tout à l'heure des saisons. Qu'est-ce qu'on peut dire à partir de là? Je pars du principe que du coup, ces représentations de la saison qui défile se suivent. Mais du coup, juste, je sais pas si c'est parce qu'on n'a pas les détails, mais là, on voit genre un petit segment où du coup, les arbres, ils ont l'air un peu plus, genre, un peu moins habillés de leurs feuilles, quoi. Je sais pas si c'est un hasard et en fait, c'est juste le type d'arbre, mais on est d'accord que la façon dont il représente, c'est toutes les saisons se suivent ou juste il implante au milieu des trucs Toutes les saisons se saisons se suivent. suivent. Là, on est plus en été avec l'arrivée de l'automne parce qu'il y a les rumbaleurs, Ok. justement. Donc là, ça nous donne l'indice sur l'été. Les couleurs sont... le vert est plus vif et plus sombre. Et donc ça, généralement, c'est un signe de l'été. Le vert est plus tendre, si je peux dire. Donc là, on est en été. Attendez. Il va être un peu plus peps au printemps. Là, pour moi, ici, c'est le printemps. Là, on est à l'automne. On a les feuilles mortes. On a les arbres qui sont complètement dénudés. On a... donc là, il a des plants d'eau. Là, on est à l'automne. Là, on est encore à l'automne. Là, c'est l'été. Et là, on a l'hiver, etc. Pour revenir à ce que, par exemple, là, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un autre truc qui moi, me frappait et je ne l'ai pas dit. Et je ne sais pas si ça vous a pas du tout choqué. C'est marrant. La perspective? Alors, la perspective, c'est hyper intéressant. C'était pas ça, mais c'est hyper intéressant d'en parler Ok. parce qu'elle est complètement claquée au sol. Par moment. Il est 1000 fois plus fort que David moi, Hockney mais... complètement claqué. Ouais, complètement claqué au sol. Le C'est pour fait ça que je suis en train de me claqué au sol. reprendre. Je fais, bien sûr, je ne pense pas ce que je dis, mais si vous Tu peux enchaîner comparez... un peu sur la perspective sur le pourquoi elle est claquée au sol? En fait, évidemment, avant de repartir sur la perspective, avant ça, pour expliquer justement la perspective, il n'y a pas quelque chose qui vous... Si on regarde là comme ça, il n'y a pas quelque chose qui vous choque? L'échelle des plans. Ouais. Le fait que les plans sont pas du tout à la même échelle. Mais surtout, qu'est-ce qu'on voit? Mais dis-nous. C'est tout le temps le C'est même... pas je panique. C'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps la même maison avec le même paysage. C'est oui, vrai. c'est vrai. Et en fait, Ouais, vous avez à chaque saison sa maison avec son jardin et les champs autour. Il ne nous montre que chez lui parce qu'on était en putain de confinement.
Ouais, il faisait Ouais, son ouais, petit, c'est vrai. il faisait sa petite autorisation de sortie, mais il pouvait sortir que Exactement. quelques kilomètres autour de chez lui, quoi. Exactement. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'arrivée du printemps et ensuite des saisons parce que il a commencé au printemps, mais ensuite il a continué parce qu'au début il devait faire que le printemps, mais il a continué. Et c'est chez lui, en fait, tout simplement. C'est l'arrivée du printemps en Normandie, mais surtout chez lui. Donc vous avez tout le temps la même maison qui revient. Et donc, c'est de là que on peut parler des fragments, des points de vue qui diffèrent. Et c'est ça aussi qui fait que les points de vue sont plus flagrants. Et de la perspective qui, des fois, est un peu bizarre. Parce que si vous regardez bien, là, la maison, on voit le pignon de face. Mais là, on le voit légèrement de 3/4. Après, on la voit complètement de côté. Et du coup, là, les roombalers, on a une roomballer qui est comme ça, mais l'autre, elle est légèrement... Donc, on a une roomballer qui est comme ça, l'autre, elle est légèrement surélevée. Pardon, je me vomis dans la bouche. Est-ce qu'il y a d'autres... Il y en a d'autres où c'est plus flagrant encore. Blurp. Les différences de plan aussi, je sais pas. C'est très bizarre, l'espèce de fleur là, hyper grande avec l'arbre. En fait, on sait que si c'est pas la même taille, c'est parce qu'il y a une différence de plan qui doit se jouer. Mais comme l'aplat de couleur, le vert, il est quasiment le même partout, en fait, ça écrase. Et le ciel, surtout, le ciel, je veux dire, c'est le même bleu partout. En fait, ça écrase complètement la perspective. Donc c'est pour ça que par moment, excusez mon terme, c'est pour ça que je disais, par moment, on dirait que c'est complètement claqué au sol, mais c'est juste que il y a les aplats et les effets de couleur qui se font. Un aplat, Mais ce qui est. Pardon. je veux juste, pour ceux qui ne savent pas, un aplat, ce qu'on appelle un aplat, c'est quand vous avez une grande zone de couleur qui prédomine comme ça, avec très peu de détails dedans. Voilà. Ce que je trouve particulièrement intéressant avec sa gestion de la perspective, c'est pas claqué au sol parce qu'il sait pas faire une perspective, David Hockney. C'est Oui. souvent un discours qu'on entend ou sur Ah oui, non, mais il est très fort. Picasso ou ce genre de choses. Alors Picasso, la grosse merde, mais c'est pas le rapport. C'est des gens qui savent faire. Ce qui est intéressant avec David Hockney, c'est que il essaye pas de transcrire un paysage réaliste. Il essaye de transcrire ce que lui voit et comment l'œil fonctionne et comment sa perception des choses fonctionne. Parce que quand on regarde, c'est un truc qui est assez étudié en optique et en neurobiologie, c'est que en fait l'œil il perçoit pas un paysage global, il fait plein de points de focus tout le temps. Je sais plus combien de fois l'œil bouge, fait des micro-mouvements dans la minute, mais c'est impressionnant. Et c'est aussi ce que essaye de transcrire Hockney, c'est à la fois lui qui se déplace dans le paysage et les focus qu'il fait, les points d'intérêt qu'il fait. C'est pour ça qu'il représente pas la perspective de manière traditionnelle sur toutes ses œuvres, parce que il estime, et il a raison, que de toute façon, on ne fonctionne pas complètement comme ça. Et c'est très clair avec certaines de ses photos, notamment ses collages photos du Japon ou d'autres de ses œuvres. On voit vraiment qu'il essaye de suivre le mouvement de l'œil et qu'il essaye de suivre comment lui fonctionne avec les visages qui sont démultipliés par exemple parce qu'on a tendance à toujours revenir sur les visages et des zones du paysage qui parfois ont des angles morts complets. Sur les photos du Japon, les collages c'est clair. Il y a des parties du paysage qui n'existent pas carrément puisque l'œil fait on pas regardera tout à l'heure. S'intéresse pas. Ouais. On regardera. Alors du coup, c'est hyper intéressant ça parce que c'est totalement le discours de l'impressionnisme en fait. En fait, les impressionnistes, donc vous connaissez peut-être Claude Monet pour on peut peut-être mettre Impression Soleil Levant du coup pour. Je sais plus que. Attends, j'ai les nymphéas. Ok. Mais je peux mettre. Je peux. Attendez, qu'est-ce que j'avais là? Autre œuvre. J'ai les nymphéas. Je vais mettre une autre œuvre encore. Je veux juste cacher ça pour pas que vous voyez une dinguerie quelconque ou quoi, on sait jamais. Hop. Mais je vais vous montrer Soleil Levant, en effet. C'est vrai que c'est le plus parlant. On va avoir 50 nuances de Soleil Levant.
Euh, hop. Le soleil levant, quand je dis 50 nuances, c'est que malheureusement sur le Internet mondial, quand on regarde une œuvre ou enfin quelque chose nécessite des couleurs, on n'a jamais les bonnes couleurs. Et on a 1000 fois la même image mais avec 1000 couleurs différentes. Mais voilà, Claude Monet a fait Soleil levant en 1878, j'ai l'impression que ça doit être un 8. Donc là, on est en plein dans l'impressionnisme. Et en gros, pour la faire vite et courte et sans vous assommer avec des détails, l'impressionnisme, c'est des artistes peintres qui se sont un peu rebellés, qui en ont eu marre de devoir représenter des scènes d'histoire ou des scènes religieuses ou ce genre de choses, et qui, eux, sont sortis pour peindre. Eux, ils ont pris leur matériel de peinture et ils sont sortis de l'atelier, parce que jusqu'ici, les peintres peignaient dans leur atelier. Et eux, ils sont sortis de l'atelier, ils sont allés en pleine nature et ils ont peint ce qu'il y avait devant eux. Et donc, ce qui les intéressait, surtout quand ils faisaient de la peinture en extérieur, c'était de pouvoir transcrire leur ressenti à travers la peinture. Donc peut-être que si vous étiez à côté d'eux, peut-être que ce soleil levant, vous ne l'auriez pas du tout vu de la même manière que Monet. Peut-être que vous auriez eu plus de détails. Mais lui, ce qu'il a essayé de retranscrire, je pense, en tout cas moi en le voyant, je le comprends comme ça, c'est l'atmosphère qu'il pouvait y avoir à ce moment-là. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé, si ça vous est déjà marqué ou pas, mais maintenant que je vous le dis, vous regarderez. En hiver, donc là, je ne sais pas si vous arriverez trop à le voir, mais peut-être si on a un temps un peu plus froid. En hiver, si vous regardez l'extérieur, avec le froid, vous avez une espèce d'atmosphère bleue. Le paysage, il est un peu voilé de manière bleue. Bah ça, c'est dû à la dépression atmosphérique. Enfin, c'est l'atmosphère en hiver qui est comme ça. Ben, je sais pas si ça a été peint en hiver, je sais pas à quel moment ça a été peint, mais globalement, si ça avait été en hiver, ça m'étonne pas de voir du bleu en aussi grande quantité. Là, je pense qu'il y a un peu de l'ordre de la pollution, des fumées de pollution et tout ça, parce qu'il était beaucoup en région parisienne. Ça doit être la Seine, je pense. Ça doit être le soleil levant sur la Seine. J'en ai aucune idée. J'ai pas toutes les infos, mais voilà. C'est globalement les artistes. Oui. Asvold. Ouais, je vérifie. On va voir les infos en temps réel. Le Havre, c'est le Havre. Ah, Donc, c'est le Havre. pollution industrielle Ouais. effectivement, c'est la révolution Exactement. industrielle à cette époque-là. Et Ouais. le Havre, c'est Pollution et le grand dépression. port. Pollution et dépression. Décrit ma vie en banlieue parisienne. Là. Bah lui, Euh, il aimait bien pa- sa vie en banlieue parisienne. Par rapport au rapport aux impressionnistes, c'est un mouvement aussi qui apparaît avec la naissance de la photo, Mhm. puisque comme la photo permet de capturer le réel, ou en tout cas, on capture pas vraiment le réel, mais on va pas partir dans ce Non. débat-là. C'est des artistes qui lâchent le réalisme, ou en tout cas une certaine forme d'académisme et d'art pompier, Mhm. pour se concentrer sur autre chose. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que Hockney, il fait la même chose, Mhm. puisqu'il s'intéresse à ce qu'il perçoit, la manière dont il perçoit les choses, mais aussi à la technique de représentation du réel. Bon, on va voir qu'il a fait pas mal d'œuvres photographiques aussi, et qui s'est intéressé aux manières de reproduction. Mhm. Il s'est notamment intéressé à la peinture de la Renaissance et au fait qu'il a fait un documentaire d'ailleurs diffusé sur je ne sais plus quelle chaîne anglaise, qui s'intéresse à la caméra obscura et qui Ah, démontre ça, que je savais les pas. peintres de la Renaissance utilisaient des dispositifs Oui. qui sont de la proto-photo, quoi, Mhm. et qui utilisaient ça pour décalquer et Mhm. pour se servir de modèle avec ça. Donc il s'intéresse aussi beaucoup à la technique de représentation du réel.
Est-ce que tu te rappelles, Jérémy, pendant notre master, il y a un jour où on avait fermé les volets de la salle et il y Tout à avait fait. un trou de percée dans le volet. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, mais il faut accepter de faire un trou dans ces volets. Mais globalement, Ça marche avec une petite boîte en carton aussi. ça marche avec Aussi. une petite boîte en carton. Mais avec des volets, c'est encore plus classe parce que c'est beaucoup plus grand. Percez les Euh, trous dans vos volets. En gros, vous imaginez une grande pièce avec un mur blanc qui fait face à une grande baie vitrée. Et donc, on avait fermé ce jour-là le volet de la baie vitrée. On était dans le noir complet, en pleine journée. Et dans le volet, il y avait un minuscule trou, mais vraiment tout petit, qui laissait passer la lumière. Et en fait, vous avez un espèce de... Enfin, c'est pas un espèce, c'est vous avez un effet d'optique qui se forme. Et si vous mettez... Donc, ça va pas apparaître sur le mur blanc, mais si vous mettez une grande feuille blanche à une certaine distance de la fenêtre et donc du trou dans le volet, vous avez l'image en ombre portée. Vous allez avoir l'image du paysage extérieur sur votre feuille blanche. Mais elle sera à l'envers. Mais globalement, si vous avez votre baie vitrée ici, vous avez votre feuille blanche là, et derrière la baie vitrée, dont le volet est fermé, mais où vous avez un tout petit trou pour laisser passer la lumière, vous avez un arbre, et bien sur votre feuille, vous allez avoir l'ombre de l'arbre, à l'envers. Tu trouves plein de schémas sur Google si tu tapes Oui, J'allais Caméra dire, Obscura, ouais. parce que là, du coup, C'était l'explication hyper est un peu clair. compliquée. C'était hyper clair. Je comprends C'est pas hyper pourquoi clair. vous dites ça. Mais plus qu'en nombre porté, c'est qu'en vrai, on a le Ouais, truc c'est- qui apparaît, juste c'est un peu flou, quoi, parce que Mhm. c'est pas un objectif d'appareil photo, mais c'est le même principe qu'un appareil photo réflexe. Tiens, Si vous avez assez ça. de carton, sinon vous pouvez faire ça chez vous. En fait, attendez. Après les schémas, tu peux regarder parce qu'il y a une proposition aussi de caméra obscura real life. On voit des gens qui font des caméras obscura dans une pièce et c'est assez impressionnant. Après, schéma. Des petits tutos. Non, mais si tu tapes Ah caméra oui, obscura, oui, tu vas oui, avoir des pardon. schémas. Et après, tu as une suggestion recherche associée real life. Et on voit ce que ça peut donner. Déjà, j'essaye de voir les images en grand pour pas vous montrer les trucs rikiki tout petits. Et oui, c'est vrai que je pouvais faire ça dès le départ. C'était plus cool. Enfin, Non, c'est mais moi, plus. j'aimais bien. C'est moins drôle pour nous. Moi, je voulais pas interrompre. Ah, on voit la couleur. Moi, pour moi, c'était en noir et blanc. Non, on voit la couleur. Non, on En fait, voit- Ah. ça dépend de ton... Comment dire? De la luminosité de la pièce aussi. Si tu arrives à bien obscurcir, Ah oui. normalement, tu vois. Attendez, parce qu'il faut que je trouve des grandes images. C'est ça le problème. Dans le Celle-là, elle est documentaire, bien. on voit David Hockney sur une barque, sur ce qui est, je crois, la Seine, dans un tunnel. Et il le fait sur une barque avec une petite boîte. Ouais. Et là, ça apparaît en ombre, mais c'est parce que c'est pas entièrement Ouais. obscurci. Je sais pas Je si. vais mettre le nom du documentaire. J'espère que vous apprenez des choses, hein, que ça vous intéresse, les amis. Non. Non. Hop, c'est ça. C'est quand qu'on retourne à Palia. Vous avez une pièce, vous avez un... On voit pas mon curseur. Vous avez une pièce, vous avez un petit trou dans le mur. Vous avez votre paysage. Et votre paysage, en gros, il va se reporter sur le mur en face, mais à l'envers. Vous avez le clocher qui est comme ça, qui est normal. Et là, vous avez le clocher en bas. Hop. Du coup, ça vous fait des dingueries comme ça. Là, vous avez du coup un tout petit trou. Coucou Astoria. Vous avez un petit trou dans le mur. Mais je sais pas si elle est vraie, cette image. Je pense que oui. Je sais pas, hein, parce qu'il y a il y a le truc là, ça pourrait être... ça peut porter à confusion quand même. Je À sais voir. pas. Après, le principe me paraît pas... Mais le principe paraît n'est pas pas déconnant. déconnant. Mais voilà, en gros... On peut avoir une démo réelle? Non. J'aurais pu, Alors, mais on non. aurait besoin Non. de carton. Oui. Faites-le en live. Non. Il va falloir attendre aussi quelques heures pour la lumière du jour. Mais voilà, en gros. Mais du coup... Si quelqu'un Vas-y. donne 100 subs,
On essaye de faire Génie un se truc. fait en live. Bien ça. Du coup, On est parti, on a un peu dérivé mais pour. c'est pas grave, c'est tout le temps comme ça, mais c'était intéressant. Moi, j'ai toujours pas dit le truc qui me frappe. Mais maintenant que on a parlé de l'impressionnisme, je peux potentiellement... Attendez, je trouve une image... Sur toutes les images, en fait. Quasiment. L'impressionnisme, ce qui les intéresse le plus, c'est la lumière. Ils l'ont Et- pas. Il y a Pour répondre- zéro... Il n'y a Ouais, pas ouais, d'ombre. ouais. Il y a Je- zéro j'attends- ombre. J'attendais vu que je Ah, y a te pas voyais d'ombre, ouais. défiler, mais ouais, il y a zéro ombre. Il y en a Quasiment. quelques-unes. Mais en fait, le pire dans tout ça, c'est que parfois, il y a des ombres et elles coïncident même pas. Je crois que c'est raison, il est claqué les au sol. roombalers. Ouais, les ombres sont claquées au David sol, hein, Hockney franchement. claqué au sol. putain. David Hockney, Ah là, franchement. on a un contre-exemple avec la cabane. Oui, il s'est amusé sur la cabane à faire Non, je avoir vois un pas. vrai rapport avec l'ombre et la lumière. Non, je vois pas. Mais oui, il y a des endroits où on voit l'ombre. Mais alors, attendez. Enfin, il est pas Ah, c'est constant le dans concept. ses ombres. en Non, tout il cas. est pas constant. C'est sur son bulletin de notes. Mon petit David n'est pas très constant avec Inconstant. ses ombres. Bavarde beaucoup, n'est pas constant avec les ombres. Oui, Et non, c'est mais l'occasion sous de le dire tronc, que vous avez des ombres. en vrai, dans le dessin, quand vous faites du dessin, foutez des ombres même si elles sont pas logiques. Alors, de toute façon, je me souviens plus comment ça se nomme. Mais globalement, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Et on peut pas vous le... En tout cas, en art... Comment ça s'appelle déjà? Le billet... Licence artistique Licence artistique. J'allais dire billet... non. qui est un grand mot pour dire en vrai, faites ce que vous voulez. Voilà. Amusez-vous. Et si on vous dit t'as pas le droit de faire ça, tu peux répondre je fais ce que je veux, ta gueule. Voilà, exactement. Et vous Pour avez un avoir... joli mot pour le dire. J'ai travaillé en musée, et c'était un musée qui couvrait la période impressionniste, justement. Et il y avait un artiste qui avait peint un paysage, et dans le ciel, il y avait le soleil, et en même temps, il y avait des ombres, les ombres du soleil, mais à l'inverse. Enfin, ça ne coïncidait pas du tout. Du tout, c'était impossible. Et un jour, il y a deux personnes qui ne se connaissaient pas, deux visiteurs, qui se sont pris la tête devant ce tableau en mode mais non, mais l'artiste, il y en a une qui disait mais non, mais l'artiste c'est n'importe quoi, c'est pas du tout cohérent, et l'autre il était là mais enfin l'artiste il fait ce qu'il veut en fait, on n'a pas à discuter de ça. Et c'est vrai, l'artiste il fait ce qu'il veut, c'est son œuvre, et s'il n'a pas envie de faire des ombres qui coïncident, bah ainsi soit-il, et c'est pas de notre sort, donc ça sert à Et rien d'en surtout, discuter. Cette perception, on va dire, dans la majorité de la peinture ou quoi, ça doit être un minimum réaliste, ou le dessin, ça doit être un minimum réaliste. C'est très récent. Quand tu regardes le taf du Moyen-Âge, on a des bâtiments qui sont minuscules, des perspectives qui sont éclatées. Ouais. C'est pas parce qu'ils savaient pas faire, hein, c'est pas la question. Non. C'est parce que l'important à cette époque, c'est le symbolisme. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils en ont à foutre que le bâtiment soit à taille réelle? Ils veulent montrer un bâtiment parce que c'est le symbole d'un lieu religieux, d'un endroit de pouvoir, de plein de trucs différents. Le fait que ce soit réaliste ou pas, ils s'en tapent. Ça dit quelque chose, c'est signifiant. C'est ça qui est important. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que si vous regardez certaines œuvres justement de cette période, les peintres étaient commissionnés pour faire parfois pour faire des scènes religieuses ou quoi, et pour ne pas totalement se faire chier, cacher des petits easter eggs dans leur peinture. Donc des fois, vous avez une peinture avec un cadre qui est peint pour encadrer la peinture, plus le cadre qui encadre la toile. Donc vous avez un cadre peint et un cadre réel. Et sur le cadre peint, il y a un escargot qui a été On peint. appelle ça des marginalia. Voilà. Pour la marge. Parce que pourquoi pas. Mais c'était pas le plus important. Donc, C'est aussi assez visible sur la tapisserie de Bayeux. Je sais pas si tu peux avoir des images ou le site de la tapisserie de Bayeux avec tout, puisque ils se sont bien fait plaisir en haut et en bas sur les marges. Il y a pas mal de trucs qui sont, des petites choses qui sont là. assez rigolos. Ouais. On en voit un petit peu. Notamment pas mal de gens à poil.
Voilà. À J'ai votre pas avis, mis. il y a combien de pénis sur la tapisserie de Bayeux? Question. Allez, chacun Allez, votre tour. Alors, chacun. Ouais. dessiné ou en vrai? Dessiné, il y a très peu de. Comment ça? Des- Le sensuaire de la bite. Une trace de. Non, non, de brodé. Combien de sgweg brodés? 232. Ok. Génie a une Euh, supposition. 74. Ah, c'est entre les deux. 93. Ah. Let's go. Il y a 93. écrit Harold sur Oui, le. c'est pour ça que j'ai pris Oui. ce. Bah oui. On y vient après. 93, dont je crois qu'il y en a 7 de chevaux. Ah. Let's Et go. il y a eu une dispute entre des historiens parce qu'il y en a un qui disait qu'il y en avait 94 et l'autre dit mais non, blaireau, c'est un fourreau de dague. Ce n'est pas un sgweg. Ah. Hmm. Donc, moi j'ai vu l'image, pour moi c'est un fourreau aussi, donc on reste sur 93. Voilà. Ok. C'est important d'avoir cette Voilà. information quand même. Globalement, vous ne C'est si vous crucial. allez voir la tapisserie de Bayeux, Comptez les sgwegs, s'il vous plaît. vous prenez en photo les sgwegs et vous les mettez sur le Discord, par pitié. Par pitié, vous faites ça. On va faire un Euh. Chanel. Chanel. Ouais, non, c'est Let's- obscur. Non, on va pas faire ça. Non, 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 non. En fait, l'idée est pas terrible. À bord de Michel. Non, non. On arrête ça. Non, non, mauvaise idée. Oui, Harold, parce que c'est le roi d'Angleterre de l'époque, Ouais. contre lequel Guillaume le Conquérant se bat pour des histoires de succession et de royaume. Et voilà. Et Harold meurt d'une flèche dans l'œil, si je dis pas de bêtises. Eh ben, Donc, rip Harold. rip, gros rip. Dis-donc, je suis parti trop tôt. Je sais plus où est-ce que j'en suis. Alors moi, j'avais bien bossé. J'avais fait toute une analyse d'œuvres et tout. Mais globalement, on a raconté tout ce qu'on avait à dire. Hein, Mais On peut tu montrer nous as les toujours nymphéas. pas montré. Alors oui, et tu nous as toujours pas montré les anciennes œuvres de Oui, David Hockney pour la juste comparaison. avant ça, elle est pas là. De qui est pas là? Juste avant ça, je regarde très vite. Je voudrais juste revenir parce que j'ai écouté une interview de David Hockney concernant cette œuvre. Donc, avant ça, j'aimerais bien quand même faire quelques petits, faire des petits trucs que lui il a pu dire des trucs que lui a pu dire sur cette œuvre. J'essaye juste de les retrouver et qui étaient intéressantes et qui me permettaient aussi de faire des ponts avec d'autres œuvres. Alors, on parlait par exemple, de l'impressionnisme. Et on peut aussi parler du post-impressionnisme, plus connu sous le nom du pointillisme. Parce que, à plusieurs endroits, je trouve que, en fait, il est vraiment dans un... Si on regarde les petites... En fait, là, dans sa gestuelle, je trouve qu'on retrouve par endroits quelque chose de l'ordre du pointillisme. Ah bah là, ouais, sur cette... Enfin, bon, elle est partie, mais sur l'image avec les pêches ou les oranges, je ne sais pas. Enfin, en fait, ça se voit sur tout. Hein. Mais oui, oui. Que ce soit Le- pour Ouais, vraiment l'écorce, partout, pour les ouais. feuilles, pour Mm. pour l'herbe. La tapisserie est à Londres. Ah d'accord, bah voilà. Viva. Tu vas aller voir la tapisserie à Londres, hein? Et tu nous envoies des petites photos des sgwegs, s'il te plaît. Après, elle est entièrement numérisée, trouvable sur... Mais je crois qu'ils ils sont ont... au site de la tapisserie de Je Bayeux. fais un petit crochet, mais ils ont fait voyager la tapisserie de Bayeux à Londres. Oui, contre l'avis de plein d'experts. Ah bah oui. Mais Monsieur Elle Macron, doit- il a dit si, on le fait quand même. Ah oui, je me rappelle. Il y avait un petit, Imaginez la tapisserie de Bayeux, il y a genre une punaise de lit qui Non mais elle rentre est... dessus. Alors en plus, la tapisserie de Bayeux, elle a plein d'accros de partout. Elle a est été très réparée beaucoup. fragile. Elle est Le truc, extrêmement c'est que fragile. la tapisserie de Bayeux, pendant très longtemps, elle a traîné dans un coin de bâtiment. Elle a failli être défoncée plusieurs fois pour genre faire des bâches ou des trucs comme ça. Ouais. À chaque fois, il y a quelqu'un qui s'est interposé. C'est mouché dedans là. C'est torché dedans carrément. Non mais vraiment, pendant la Révolution, elle a failli servir de protection de bâche pour des chariots, je crois, un truc comme ça. Et Ah avant, oui. il y avait une autre occasion de vraiment de... Ah bah si on déchirait pour décorer telle chose. Ah oui. Et à chaque fois, il y a quelqu'un qui a dit, bah non, en fait, peut-être pas. Et la redécouverte et l'exposition de la tapisserie de Bayeux est assez récente finalement. Ouais. Et j'ai noté les dates quelque part pour que tout le monde
La tapisserie de Bayeux, elle a été faite entre 1066 et 1083. Donc elle est très fragile. Et de toute façon, je veux dire, ça se voit sur l'image. Hein. Elle est hyper fragile. Et donc elle a été déplacée à Londres contre les avis des conservateurs du musée. Pour lequel c'est leur métier. Elle a été donc... alors attendez, pour cette œuvre, David Hockney parle de un truc qui était assez intéressant, je trouve. Juste que je le retrouve pour bien avoir la formulation. L'artiste dit que son œuvre, donc attendez, je reviens sur l'œuvre quand même, avec cette image là, parce qu'elle est assez intéressante. Que son œuvre n'est pas une fenêtre par laquelle on observe le paysage. Pour lui, on passe à travers l'œuvre. La fenêtre signifie que l'on regarde à travers en étant ancré dans un lieu dans lequel on se trouve, tandis que le paysage, on le traverse. Donc pour lui, il traverse son œuvre. Je trouvais ça assez poétique, donc je me suis dit je vais la souligner. Moi personnellement, quand je vois un paysage comme ça, de manière linéaire, je ne peux pas m'empêcher de penser à les 4 heures de bagnole qu'on fait pour aller voir notre famille et du paysage qui défile par la fenêtre. Donc bon, moi je vais un peu à contrer ce que Hockney dit. Moi je trouve qu'il y a un petit côté fenêtre avec le paysage qu'on regarde. À propos des saisons, qu'est-ce qu'il a dit à propos des saisons? Il a dit un truc. Qu'est-ce qu'il a dit? Que pour lui, le printemps, c'était la beauté et la croissance. Que l'été, c'était plus sombre. Que les ombres rendaient tout plus sombre. Que l'automne, c'était la chute. Et que l'hiver, c'était la nudité, en gros. Il a dit ça. Et il a aussi dit que un autre truc, je trouvais ça intéressant, donc par rapport au fait que il voulait montrer le passage des saisons, donc il y a quand même quelque chose de l'ordre de la temporalité, du temps qui s'écoule, etc. Il dit que on regarde plus tellement, c'est quelque chose qui revient beaucoup en art. Il dit qu'on regarde plus tellement le paysage ou ce qui nous entoure. Il dit que en fait on a la tête trop occupée par d'autres choses, on a la tête dans un brouillard et par rapport à ce qui se passe dans le monde, etc. Et lui il dit c'est vrai qu'on n'a pas tellement pris l'habitude de regarder. Lui-même il dit que pendant 20 ans il a arrêté de regarder le printemps qui arrive, etc. Les saisons qui s'écoulent. Il a un peu arrêté de faire attention aux petits détails et tout. Et en fait, il a posé pour un artiste peintre, Lucian Freud. Et Lucian Freud donc a fait le portrait de David Hockney. Et pendant qu'il était en train de poser, il avait, donc c'était à Londres, il y avait un parc qui était visible par la fenêtre à côté de lui. Et donc il a dit, en fait, je me suis remis à observer le paysage depuis ce moment-là parce que il n'a pas eu d'autre choix que de toute façon rester là où il était à regarder ce qui se passait pendant qu'il se faisait peindre. Donc il a regardé à nouveau le paysage et il a dit finalement pendant le confinement les gens ont commencé à repeindre, à regarder un petit peu le paysage parce que ils étaient chez eux et finalement s'ils voulaient sortir c'était de toute façon dans le paysage et il y avait moins de monde, il y avait plus les voitures, il y avait moins de voitures, etc. Moins de pollution. Et il y avait des choses qui étaient peut-être un peu plus visibles. Moi, par exemple, j'étais en Bretagne pendant le confinement et en ville. Et pendant le confinement, j'ai fait attention à des choses que je ne regardais pas du tout avant. Par exemple, on avait un point d'eau pas très loin de chez nous qu'on n'avait jamais été voir.
Et pendant le confinement, on entendait les grenouilles, alors que vraiment, on était sur une avenue hyper bruyante, avec beaucoup de passages de voitures, etc. Mais c'est vrai que pendant le confinement, oui, quand j'ai vu, quand j'ai lu ce qu'il dit à propos de l'observation du paysage et tout ça, je me suis dit, mais oui, il a raison en fait. D'une certaine manière, pendant le confinement, peut-être qu'on a un petit peu plus fait attention à l'environnement qui nous entourait et aux changements que cela procurait. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de le redire. Et du coup, j'ai fait, pour moi, un lien quand même avec une œuvre que j'ai déjà montrée en stream, qui est une œuvre de Christo et Jeanne-Claude, qui date elle aussi de 2021, et qui est l'Arc de Triomphe emballé dans une immense toile, parce qu'ils ont un peu le même discours finalement, qui est que, donc eux, ils ont emballé pas mal de choses, pas mal de très grandes choses. Ils ont emballé des ponts, des monuments, des très gros monuments. Et en gros, ils disent, c'est super, on a des super monuments, mais en fait, c'est devenu des lieux de passage qu'on n'observe plus. Et le fait de les emballer, ça fait qu'on les regarde à nouveau. Alors certes, on n'a plus les détails, mais on a toujours la forme et expert en papier cadeau. Ah clairement, là oui, clairement. Et c'est vrai que pendant ce temps, on a beaucoup entendu parler de cette œuvre. Elle est passée à la télé, il y a eu tout un tas de discours sur cette œuvre. Mais en attendant, ça a marché. Les gens ont re-regardé l'Arc de Triomphe. Donc on est un peu sur le même, pas du tout la même œuvre, pas du tout le même travail, pas du tout le même type de travail, et pourtant on est sur les mêmes problématiques. Voilà. Je sais pas si vous avez des choses qui vous passent par l'esprit quand on voit l'œuvre de Hockney qu'on a pu regarder ce soir. Que ça soit Asvold ou Pisto. Je comptais les pénis sur la tapisserie de Bayeux. Des choses qui me passent par la tête, pas spécialement. Moi, j'aimerais beaucoup quand même qu'on voit les nymphéas de Monet, et j'aimerais bien qu'on voit comme disait Monsieur Laser, les autres œuvres de David Hockney, notamment son travail photo. On commence avec les nymphéas. Si vous avez jamais vu... Alors, les photos sont... celle-ci est petite, mais c'était la seule où j'avais vraiment un visu comme ça. Si vous avez jamais vu les nymphéas, je vous invite vraiment, si vous allez à Paris, vous passez par Paris, je vous invite vraiment, en dehors du lundi, je crois que c'est fermé le lundi. C'est fermé le lundi. Je vous invite vraiment à aller voir les nymphéas de Monet à l'Orangerie, qui sont absolument magnifiques. Ce sont des œuvres, une œuvre incroyable. Et en gros, vous avez 2 pièces ovales, donc comme vous le voyez là, avec un puits de lumière en haut, au plafond. Et donc vous avez, on le voit juste là, donc vous avez des arches de chaque côté, et vous le voyez pas forcément, mais là on voit un autre bout de l'œuvre. Et en gros, ça fait une forme de 8. Je le fais bien ? Je le fais bien. Ça fait une forme de 8 ou de l'infini. Tout est dans la symbolique. Il faut savoir que cette œuvre, elle a été faite à la fin de... Enfin, elle a été faite sur une longue période. Je crois que c'est 30 ans. Ouais. Mais 31. elle a été installée... Donc, elle a été faite pour le lieu. Donc, c'est une œuvre in situ. Elle a été faite exactement pour le lieu. Et le lieu est quand même particulier parce qu'il est rond, donc les toiles sont légèrement incurvées. Je n'ai jamais vu en entier, en fait, je viens de me rendre compte. Ah voilà, il y a deux salles. Et vous avez donc 2 salles, et ces 2 salles, c'est Monet qui a peint son jardin. Donc on est toujours, donc c'est la période impressionniste. On est très en lien avec ce qu'a pu faire Hockney. Coucou Germinou. On est très en lien avec ce qu'a pu faire David Hockney. Il a fait donc ces 2 salles, et vous avez une salle qui représente les 4 saisons,
Et vous avez une salle qui représente les 4 moments les plus distincts d'une journée. Et vous avez cette volonté d'avoir, donc, avec la symbolique au niveau de la pièce qui est en forme de signe d'infini, et ces boucles, c'est toujours un continuel recommencement et un continuel renouveau. Je suis désolée, les photos sont pas terribles. Encore une fois, pour trouver des images sur Internet, c'est à s'arracher les cheveux par moment. Mais voilà, vous avez des choses très différentes. Et cette œuvre, elle a été faite, exposée, donc elle a été faite sur une longue période, mais elle a été exposée au musée de l'Orangerie à la fin de la vie de Monet. Je viens de vérifier, d'ailleurs, l'exposition a ouvert quelques mois après la mort de Monet. Ouais, oui, tout à Il fait. l'a jamais vu Non, exposé à l'Orangerie de son vivant. non. Et vraiment, c'est une œuvre à voir. Enfin, vous êtes vraiment entouré par cette œuvre immense. Elle est très grande et c'est presque solennel un peu. Et parce que c'est dans un espèce, je sais pas, en plus c'est très lumineux. Je sais pas, moi en tout cas, elle me fait quelque chose à chaque fois que j'y vais et je pense que je la vois. Je vais pas dire une fois par an, mais ces dernières années, peut-être que si, en fait. On la voit quasiment une fois par an. C'est pas c'est le mardi que c'est fermé, c'est pas le lundi? C'est quelque chose qui n'a pas amené à été dit, mais je trouve ça toujours rigolo de le rappeler, c'est que pendant la création de l'œuvre, Monet est diagnostiqué de la cataracte. Oui. En fait, l'essentiel de cette œuvre-là, elle a été faite alors qu'il avait une cataracte. Donc le paysage était de plus en plus flou et qu'il voyait de plus en plus bleu. Il s'est d'ailleurs fait opérer à la fin de sa vie pour essayer de finir le tableau, pour essayer parce qu'il voyait vraiment plus rien sur les, c'est le mardi. Sur les dernières années. Le mardi. Voilà. Donc l'œuvre de David Hockney dont on a longuement parlé, elle a été exposée en 2021 au musée de l'Orangerie. Elle faisait face elle faisait pas tout à fait face, mais elle faisait pas face, c'était dans un autre, c'était au sous-sol. Ouais, elle était dans le même bâtiment que cette œuvre, donc les Nymphéas, ce qui faisait tout son sens. Le fameux bleu outre-mer, c'est lui qui a fait le bleu outre-mer? Pas ma connaissance. Je sais plus. Est-ce que tu veux c'est pas lui qui a fait, parce que c'est un pigment non, mais de toute façon. Je sais plus si c'est lui qui l'utilise. C'est pas tellement bleu outre-mer, je pense pas. C'est pas aussi Turner que tu me disais que ses œuvres étaient de plus en plus abstraites parce que oui, tout à fait, parce que ça a vu décliner exactement. Ouais. J'adore le Turner de la fin de sa vie d'ailleurs. Là, c'est pas bleu, c'est très jaune chez Turner. Ouais. Où à la fin, il n'y a plus que des aplats de jaune. Il y avait d'ailleurs un dessinateur satiriste qu'il avait représenté, qu'il avait caricaturé sur sa fin de vie, avec un rouleau et un immense pot de peinture jaune. Je trouvais ça très drôle. J'ai mis que 4 images mais on peut faire une recherche pour montrer d'autres choses de David Hockney. Je vais montrer ça d'abord. Et Germinou, je confonds peut-être, mais peut-être pas. Hein. C'est peut-être moi qui juste sais pas. Je ne sais pas si Turner avait ri en revanche, lui. C'était à quel moment la satire? Ça l'a vexé? Ah ouais. Je crois que s'il avait pas trop... Il a pas trop aimé. Je sais pas si c'est dans un bouquin, je peux la retrouver. L'œuvre, je pense que l'une des œuvres les plus connues de David Hockney, c'est celle-ci. Je pense que c'est celle-là. Hein. Ouais, The Splash. Celle-là et une autre piscine, il me semble. Ouais, des piscines, il en a fait. Il y a une où il y a quelqu'un qui nage. Oui, avec. Ouais, c'est ça. Gros kiffeur de piscine. Gros kiffeur de piscine, ouais. Mais ouais, du coup, marrant, enfin, ouais, assez différent visuellement de ce qu'il fait ensuite sur iPad. Ouais. Attends, je vais essayer de trouver Lui l'image. qui nage tout nu. Non, il a un slip. Il a un slip.
suis là pour rétablir la vérité. Hein. Il a un slip. Oh non, mais c'est dégueulasse l'image, attendez. Dégueulasse. Dégueulasse. J'enlève mes 1000 onglets là. Attendez, je cherche. Mais alors déjà, on est sur les mêmes couleurs un peu. On n'est pas du tout Ouais. sur. On n'est pas du tout sur la même technique parce que là, on a de la peinture. Et on est sur Pourquoi une- j'ai souvenu qu'il était Défile. nu. Désolé, biais cognitif. Non, mais t'inquiète, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui nage et il est plus à poil qu'habillé. Ça, c'est certain. Mais il a la même façon de rendre les choses à plat, vraiment. Oui. J'arrive pas à trouver des images de qualité. Il aime bien les piscines. Il fait à plat. Il fait Il fait des plat. plats. Non, là. J'ai mis la caricature sur le flou de Discord. Si jamais Ok. intéresse quelqu'un. C'est une serpillière, c'est pas un rouleau. Je pense qu'ils avaient peut-être pas inventé les rouleaux à l'époque. C'est une serpillière et un peu de peinture jaune. Là, c'est mieux, non? Ouais. Ça, c'est la deuxième œuvre très connue de Ah oui, c'est bien là. de Hockney. Ouais, ça enfin, c'est les piscines de Hockney, c'est un truc qu'on retrouve vachement, je crois, dans des clips de musique et tout. Ouais. Ça a été vachement repris. Mm. Donc cette œuvre, elle s'appelle Piscine à 2 personnes. Nage. Pool, oui, enfin piscine avec 2 personnages. Très sobre. J'avoue, il est très fort pour nommer les choses. Elle a été faite en 1972 et c'est de l'acrylique. Mais c'est marrant quand même parce que si on regarde bien, donc ça c'est de l'acrylique. On a exactement les mêmes effets de transparence qu'il a pu trouver avec le pinceau sur iPad. Parce qu'on voit la ligne de la colline et par-dessus, on a de rajouter de la verdure pour donner du volume, mais qui est vachement dilué et du coup, on a une espèce de transparence. Et on retrouve les petits points de couleur un peu partout. Vous le voyez peut-être pas, mais finalement peut-être un peu quand même. On l'aperçoit un peu, ouais. Vous retrouvez les petits points. Et ça, c'est exactement la même technique qu'il a utilisée sur iPad. Il a refait la J'aime même bien. chose. Il s'amuse beaucoup aussi avec les reflets de Oui. de la piscine et il a fait il a fait des séries entières où on voit juste Le reflet, ouais. cette espèce de marbrure de Ouais. soleil qu'on voit au fond des piscines. Mm. Et il a fait des séries entières avec plein de techniques différentes là-dessus. Après, Kana, je sais pas s'il a fait du nu, mais en tout cas, je crois pas, ouais. Mais Hockney a fait beaucoup de portraits. Il a peint beaucoup de personnes. On a une œuvre toujours de peinture. Je me souviens plus de la taille de cette œuvre, mais elle est monumentale. Elle doit faire... je crois que une toile, là, c'est... attendez. 1 mètre par... Oh, je sais plus, mais elle est très très grande. Alors, eratom.breakingnews.info, il y a quand même pas mal de cul nus dans les Ok. peintures de piscine de Hockney. Ah, donc on n'est pas complètement... On n'est pas complètement tort, non. Avec la belle marque du slip. Avec la belle marque du slip, ah ouais. Ouais. Je veux juste vous montrer. Je connais pas la taille exacte de l'œuvre, mais. Oh, mais non, mais c'est que des petites images, c'est pas possible. Mais enfin. Enfin. Taille exacte, grand. C'est ce que j'ai mis, ouais, mais. Voilà. L'œuvre n'est pas petite. Que la personne est très petite aussi. Oui, la mauvaise foi, là. On a dit pas de mauvaise foi. Hein. Moi, j'ai pas dit ça. Moi, je l'ai dit. Et encore, on a fait l'effort de nommer combien existe-t-il d'œuvres portant le nom sans titre. Bah après, c'est difficile, hein, je trouve, de nommer une œuvre. Faut que si ça dépend si on veut que ça fasse sens ou que ça fasse pas sens.
On retrouve les lignes, ces fichues lignes et ces aplats de couleurs. Il a des troncs qui ont pour beaucoup une couleur tout du long. Ah oui, je pensais pas, c'est bien aussi de voir in situ. Ça change tout de voir in situ. Pour la taille, ouais. C'est pour ça que je vous montre une photo avec... c'est lui d'ailleurs. Hein. C'était il y a quelques années. Elle est chouette, ouais. Hein. Alors ça, c'est quelque chose qu'il fait beaucoup. C'est que il peint sur des petites toiles et après il les met bout à bout pour faire une grande toile. Et c'est assez marrant parce que si on regarde d'ici, bah, on peut voir que ça se suit pas totalement correctement. Vous avez des décalages. Et du coup, on en revient à ce truc de la fragmentation. Vous voyez, quand on disait, bah oui, il a fait pas un jour un dessin, mais presque. Et donc, on voyait des délimitations. C'est aussi quelque chose qu'il applique quand il fait des œuvres picturales qui sont très grandes, mais même quand elles sont plus petites, généralement, il fait ça. Il fragmente beaucoup. Et en fait, il fait ses toiles par morceaux. Et parfois, ça coïncide pas tout à fait, comme là, comme s'il y avait un décalage au niveau... Oh, j'arrête pas de roter, mais c'est affreux. Au niveau du point de vue. Genre, cette tuile-là, si vous regardez bien, ici, elle coïncide à peu près. Mais alors après, elle coïncide plus du tout. Donc, c'est quelque chose qu'il a toujours travaillé, qu'il a toujours fait. Est-ce que tu as des Et il a fait... des photos, des collages photos? Et il a fait de la photographie, mais c'est terrible, hein, les images. Attendez. Parce que j'ai regardé, si tu... David Hockney photocollage, ça Oui. fonctionne. Notamment ceux sur le... Je crois que j'avais jamais vu ces collages. Ils C'est sont vrai trop bien. Shoes, j'adore, par exemple, qui a été fait... Enfin, sa série au Japon, elle est trop cool. Donc il a fait un gros travail de photographie, décalage. C'est une erreur de calcul où il cherchait cet effet de décalage. Je pense qu'il s'en fout total. Je pense qu'il s'en fout complet. Je pense que ça de le toute manière, dérange à pas. partir du moment où c'est fait, c'est exposé, on considère que ça fait partie de la volonté. Ah oui, aussi, oui. Mais quand on voit son travail, parce que là, d'autant plus avec le travail de photographie, mais c'est pas forcément mieux. Hein. Les images, elles sont toutes petites. Attendez, j'essaie de... Si tu as une option pour chercher les grandes images. Oui, je sais, oui. Hop. Bah, par exemple, le jeu de la scène de Scrabble en famille. Elle fait partie de ces photos montages, photocollages les plus connus. Hop. Voilà. On a la chasse au chat derrière de Palia, c'est extraordinaire. Voilà son travail de photographie. Et du coup, on en reparle de la façon dont il travaille des points de vue qui diffèrent beaucoup pour représenter une scène ou une personne. Ça marche super bien. Ouais. Là, on a vraiment une représentation de ce qu'il essaye aussi de faire en peinture sur une notion de temporalité, une notion de, voilà, de point de vue et de point focal qui est, je trouve assez passionnant. Bah, en fait, on a... Donc ça, c'était en 83. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que je me dis, entre le moment où, par exemple, si on imagine que ça, c'est la photo numéro 1 et que ça, c'est la photo numéro je ne sais combien, mais en gros, la toute première photo est là et la toute dernière est là, on peut s'imaginer que pour faire tous ces points de vue, il y a toute la partie de Scrabble qui s'est passée. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Tout le temps s'est écoulé pendant qu'il essayait de faire de prendre le moment en photo. Il aurait très bien pu faire une photo d'ensemble. Mais là, on a vraiment l'impression que on a tout le temps qui se découle de cette partie de Scrabble
dans ce montage. On a la réflexion, on a la réflexion autour du mot, on a la réflexion autour du mot, on a le mot qui est en train d'être posé, on est en train de se rendre compte qu'on est en train de gagner, et là on se dit merde, ça va pas le faire. Et ainsi de suite. En fait, c'est vraiment... je sais pas comment dire, mais je pense que, comme on disait, la photographie, on essaye de prendre quelque chose sur l'instant, et voilà. Là, on a vraiment une période de peut-être 20 minutes qui est décomposée. Donc ça, déjà, c'est, je trouve, hyper intéressant. Et donc, si on met ça en parallèle avec son travail très récent qu'il a fait en 2021, où il a repris, où il a redessiné maintes et maintes fois, pendant 1 an, le même lieu, la même maison, bah, c'est exactement la même chose, sauf qu'il l'a fait avec un médium totalement différent. Mais entre ce travail de photographie qu'il a fait dans les années 80 et le dessin sur iPad qu'il a fait très récemment, il y a 5 ans, c'est exactement le même procédé. C'est juste que c'est un procédé qu'il applique à chaque médium. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une évolution de... De toute façon, il a creusé toute sa vie et c'est ce que font les artistes. Ils creusent toute leur vie des concepts qui leur tiennent à cœur et essayent d'aller plus loin et d'explorer explorer toujours les mêmes choses. J'essaye de trouver... je vais pas le montrer parce que là j'ai l'impression qu'il y a un cul nu, mais on parlait de la Ah, piscine. aussi, on peut montrer les culs. On peut montrer les culs? Ouais, si c'est pas les let's go avec, c'est bon. Ça, c'est la photo de tout à l'heure. J'aime trop cette photo. Enfin, cette œuvre. C'est vrai qu'elle est bien. Elle est cool, hein? Elle est cool et même, tu vois, genre tu parlais de son espèce de taf de pointillisme Oui. sur ces trucs et tout, et genre là il fait un peu la même chose. Ouais, et totalement. Il a fait ce travail, mais avec du coup des polaroïdes. Où il a fait des portraits au polaroïd, où à chaque fois il refaisait des espèces de grilles de polaroïd, comme si, un peu comme une imprimante qui imprime petit à petit, là. Lui, il a fait ça, mais avec son polaroïd. Il a son concept bien à lui et c'est ultra intéressant, tout à fait. Est-ce que je peux faire un point qui n'a rien à voir avec, Bien sûr. avec David Hockney, mais ça me fait penser à un truc. Bah oui, tout à fait. J'ai regardé un reportage hier, je crois, ou avant-hier. Et il est fort probable que la vision des insectes ressemble un petit peu à ça au Polaroid que tu montrais. Qu'en fait, ils ont une vision quasiment pixelisée du monde. Et que plus ils ont de facettes sur leurs yeux, plus c'est précis. Mais qu'ils auraient plutôt ce genre de vision-là. Avec la différence qu'ils ont une perception du temps qui est complètement différente de la nôtre et qu'ils perçoivent le temps très lentement par rapport à nous. C'est pour ça qu'on peut quasiment pas attraper une mouche parce que pour elle, notre geste super rapide, en fait, il est extrêmement lent. Ah oui. Il voit tout très lentement. Mais du coup, on en revient toujours au fait que il essaye de représenter ce que son œil en l'occurrence, voit. Si on parle de la vision des insectes, c'est exactement la même chose. On en reparle au fait que il représente ce que son œil voit et ça sera peut-être pas forcément ce que nous on voit, on verra peut-être pas la même chose, mais lui en tout cas il voyait telle couleur à tel instant, à tel endroit et ainsi de suite. C'est exactement pareil. Oui, et puis si on veut partir dans la philosophie, tout ça, c'est impossible de représenter le réel ou même de représenter ce qu'on voit. Donc c'est toujours une recherche qui est vaine, même pour lui. Il essaye de nous partager ce qu'il voit, mais l'intérêt de son œuvre, c'est qu'il n'y arrivera jamais. C'est toujours une fuite en avant vers essayer de partager ce qu'il voit, mais ça peut pas marcher. C'est ça qui est cool, c'est la recherche. Même en photographie, les perspectives, il arrive à les écraser, c'est fou. Hein. Ouais, on a même l'impression qu'il crée des nouveaux espaces. Ouais. Ça me fait penser à Matisse quand il fait des peintures où il confond
par exemple le motif d'un tissu, d'un paravent avec celui du mur. Et du coup, on perd complètement les repères dans l'espace sur ces toiles. Hop. Est-ce que je vais vous montrer? Oui, oui, bien sûr. Hop là. Vous voyez. Montre-nous. Oui, Matisse, quand il a fait certaines de ses œuvres où il a représenté des intérieurs, mais en fait, il a soit les mêmes couleurs qui se mettent partout, et du coup, il y a à la fois un effet de perspective par la ligne, et en même temps, il écrase la perspective en mettant la même couleur absolument partout. Donc là, c'est hyper flagrant, mais il a fait, je sais plus comment s'appelait l'autre? C'est motif. On va juste mettre motif. Ouais. Si, c'était celle-là. L'intérieur. Aux aubergines. Ah oui, El Famoso. El Famoso. Donc là, on n'arrive plus à discerner le sol du mur et de l'espèce de paravent. En même temps, Un je de crois ses que c'est plus un connus, là, chevalet. c'est La Desserte Rouge, qui est un de ses plus connus, Mhm. où il y a exactement le même effet, où la nappe et la tapisserie, c'est le même motif, du coup, c'est Oui. le bordel. Tout à fait. La nappe se confond avec le mur. Il a chié en perspective. Claqué au sol. Claqué au sol. Franchement, il aurait pu s'appliquer, je sais pas. Ah, j'avoue, quoi. Putain. Moi, j'ai rien d'autre à rajouter. Ce sera pas une. Je pense que des assidus de l'analyse d'œuvre auraient bien des choses à dire encore potentiellement. Ouais, bah, ils ont qu'à faire leur émission Twitch. Hein. Voilà, c'est ça. Moi, je trouve qu'on a déjà bien dégrossi. Et puis, tant que ça vous permet de découvrir un artiste, une œuvre, ça vous donne envie peut-être de découvrir davantage de choses, c'est déjà gagné, je trouve. Je sais pas si vous avez C'était des agréable, choses. on va discuter. Ouais, Ouais, hein, moi, je me suis bien amusé. C'était c'était super. chouette. Moi, j'aime bien. J'aimais bien parce que j'adore discuter d'art. C'est trop chouette. Bah, c'est super. J'espère que ça c'est vous ton a style, plu. mais tu fais ce que tu veux. Bah ouais, hein. C'est fou, hein. C'est pratique, hein. Carrément. Ouais, c'est un bon format pour tester le modèle. Bon. Mais j'espère que ça a plu à tout le monde alors.